aujourd'hui vers et depuis l'anglais, le français et l'espagnol. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat afin que nous sachions qui est là aujourd'hui. Et je vous rappelle une petite règle qui consiste à éteindre vos micros lorsque vous ne parlez pas, s'il vous plaît. Et lorsque vous prenez la parole, veuillez également allumer votre caméra. Sachez que vous allez être également interprété, donc veuillez parler de manière fluide. Ceci va nous permettre une bonne conversation aujourd'hui. Au fur et à mesure que les gens se connectent, je donne maintenant la parole à Perla qui va réaliser quelques mots d'introduction en tant que co-coordinatrice du groupe de travail du MSCPA sur les données. Perla, tu as la parole et ensuite j'expliquerai comment va se dérouler ce webinaire d'aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, en fonction d'où vous vous situez. Philippe m'a présenté, je suis Perla Alvarez Grites de Conamori. Je suis une femme paysanne. Je travaille la terre et j'enseigne également le Guarani. Je souhaite vous saluer et vous remercier d'être là aujourd'hui lors de cette deuxième journée, ce deuxième webinaire qui a été organisé par le groupe sur la gouvernance des données du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones. Nous organisons ce webinaire en alliance avec le CIP également. Nous entendons aujourd'hui recueillir les expériences, les connaissances et les doutes qui peuvent être les nôtres sur la numérisation dans l'agriculture, sur l'application de l'intelligence artificielle et sur la question des données en lien avec la souveraineté alimentaire et le droit à l'alimentation. Pour ce groupe de travail, il est préoccupant que les gouvernements et les organismes internationaux présentent l'IA comme la solution au problème de la faim dans le monde. Cela se fait sans consulter les agents qui produisent les aliments et qui travaillent, qui habitent les territoires desquels on extrait des ressources naturelles, desquels on extrait des savoirs, des connaissances sur les semences, les techniques. Ces données, ces informations sont transformées en données pour générer d'importants bénéfices sans aucun contrôle et sans aucune reddition de compte. Les communautés agricoles, les peuples autochtones sont préoccupés par les conséquences de ces usages pour la souveraineté alimentaire. Nous sommes par ailleurs préoccupés par l'utilisation, l'application de ces technologies sans aucun contrôle par le contrôle sur la biodiversité, sur l'eau, sur l'ensemble des processus de production et sur la consommation. Nous sommes préoccupés par qui contrôle ce que l'on fait de ces données. Nous sommes préoccupés par l'identité des acteurs qui bénéficient de ce contrôle. Connaissons les conséquences sur les territoires autochtones, sur les zones rurales également. Il faut savoir ce qu'il en est de nos modes de vie, de nos modes de production dans ce contexte. Il s'agit de modes de vie, de systèmes que nous générons selon nos pratiques et nos coutumes. Nous sommes préoccupés par ailleurs par ce qui se passe lorsque ces processus hégémoniques cherchent à tendre vers l'homogénéité plutôt que de mettre en valeur la diversité qui nous représente. Lors du premier webinaire, nous avons essayé de comprendre les impacts de la numérisation sur les territoires et sur les communautés.
Nous avons également partagé des expériences en matière d'innovation et en matière d'utilisation de l'IA au niveau des communautés. Lors de ce deuxième webinaire, nous souhaitons initier un dialogue, un débat avec nos panélistes. Nous allons essayer de comprendre la gouvernance de la transformation numérique de l'IA et nous souhaitons également aller au-delà des systèmes alimentaires. Nous souhaitons également comprendre les questions de gouvernance et de reddition de comptes. Nous avons élaboré 2 blocs dans le programme d'aujourd'hui. Je vais prochainement donner la parole à Philippe qui va nous présenter le programme de ce webinaire. Les orateurs, les oratrices d'aujourd'hui ont beaucoup à dire. Nous avons de notre côté beaucoup de doutes et lorsqu'on a des doutes, cela signifie qu'on se rapproche des réponses que nous allons pouvoir trouver de manière collective pour apporter des réponses aux problèmes que nous rencontrons. La faim, la crise climatique et la malnutrition qui affectent notre horizon, notre futur. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Philippe, je te donne la parole. Merci beaucoup, Perlin. Je crois que tu as tout dit. Pour les personnes qui sont arrivées un petit peu plus tard, je vous indique que nous disposons de services d'interprétation aujourd'hui et je vous invite également à vous présenter dans le chat. Nous avons de l'espagnol, de l'anglais et du français aujourd'hui. N'hésitez pas à sélectionner d'ores et déjà votre canal dans les options de Zoom. Nous aurons de l'anglais, du français et de l'espagnol aujourd'hui. Avant de donner la parole aux différents intervenants, je souhaitais peut-être compléter ce qu'a indiqué Perla. Nous avons conçu ce webinaire comme un espace d'apprentissage et de discussion collective. Voilà l'idée derrière cette programmation. Ces sujets seront peut-être nouveaux pour nombre d'entre nous. Dans le cadre du mouvement pour la souveraineté alimentaire, on essaie encore de comprendre ces questions et de développer nos analyses. Il s'agit là donc d'une contribution à cet effort que nous menons aujourd'hui. Je ne me suis pas présenté, je suis Philippe. Je travaille chez FIAN International et je suis ici en tant que membre de l'équipe de facilitation du groupe de travail du MSCPS sur les données. Sans plus attendre, je souhaite maintenant commencer avec le programme pour aujourd'hui. Comme l'a indiqué Perla, nous avons 2 blocs prévus aujourd'hui. Entre les 2 blocs, nous aurons un peu de temps pour des questions et des commentaires. Comme l'a dit Perla, le premier bloc vise à poser le contexte des discussions. Nous parlerons de l'IA, de la transformation numérique dans l'agriculture et nous essaierons d'avoir une compréhension du contexte général de ce qui se passe. On essaiera de comprendre également certains concepts qui sont utilisés et développés. Nous avons 3 personnes pour ce premier bloc. Je donne la parole à Jennifer Clapp, professeure à l'Université de Waterloo au Canada. Elle est membre également de IPES Food. IPES Food a publié il y a peu un rapport qui décortique ces concepts et qui parle également de la question plus générale de l'innovation. J'espère que cette première présentation, j'en suis sûre d'ailleurs, va constituer un bon pas en avant dans cette compréhension. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour cette invitation aujourd'hui. J'essaie de partager mon écran. J'espère que vous le voyez. Très bien. Comme l'a dit Philippe, je suis Jennifer Clapp. Je suis là au nom de IPES Food. Je vais partager avec vous quelques informations du rapport publié il y a quelque temps par IPES Food, Head in the Cloud. L'idée ici est de poser le contexte de l'IA et des technologies dans le contexte plus large des systèmes alimentaires. Et c'est justement ce que fait ce rapport. L'idée est d'examiner cette question de l'innovation d'une manière large. Il y a en effet une tendance à parler de l'innovation depuis les derniers développements en lien avec les technologies numériques, mais
Il faut comprendre que l'innovation comprend beaucoup de choses. Il convient par ailleurs de veiller à ne pas mécomprendre ce terme d'innovation. Certaines des conclusions du rapport sont en ligne avec l'objectif de ce webinaire. Donc, le pouvoir est profondément ancré dans les technologies numériques. Dans ce contexte, il y a des gagnants et des perdants et l'innovation est politique. La manière dont ce discours se déroule et la façon dont il influence les politiques et la gouvernance revêtent une importance capitale pour la durabilité et la justice des services alimentaires. Furthers inequality and disadvantages small-scale producers. And so the idea when we wrote this report is to L'idée, lorsque really nous avons rédigé ce rapport, est justement de montrer comment ce pouvoir se développe et a des conséquences sur les questions de justice et de durabilité. Je vais souligner quelques points clés. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je vais peut-être passer cette diapositive. Comme nous avons pu l'observer ces 5 à 10 dernières années, la transformation des connaissances agricoles en informations standardisées et numérisées, ainsi que l'exploitation de ces données, est devenue la pierre angulaire des systèmes d'innovation agricole portés par les entreprises. Les entreprises agricoles, notamment dans le secteur des intrants, des semences et des machines, réorientent de plus en plus leur modèle économique vers les services numériques et rachètent des entreprises technologiques, des startups qui opèrent dans ce domaine. Ces activités, notamment celles de l'édition du génome, sont assez liées à ce qui nous occupe aujourd'hui. En 2013, par exemple, on a vu que Monsanto a racheté Climate Corporation pour près d'1 milliard de dollars et sa plateforme Climate FieldView qui réalise un suivi des opérations de semis, de pulvérisation et de récolte de mineurs. Désormais, le marché. Cette opération a déclenché de nombreuses autres fusions et acquisitions de startups numériques par d'autres entreprises du secteur des intrants agricoles et du négoce des céréales qui se disputent la domination de l'espace agricole numérique, renforçant ainsi la concentration dans ce secteur. On ne sait pas encore qui va remporter cette bataille, mais ce qui est préoccupant, et on l'a dit dans notre rapport, c'est justement cette approche qui est utilisée, cette approche de l'innovation. Et ces évolutions ne concernent pas seulement les grandes entreprises agroalimentaires, mais c'est aussi les géants de la technologie qui s'engouffrent dans la brèche pour tirer profit de ces tendances. Ce qu'on voit, donc, ce sont de grandes entreprises technologiques telles qu'Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud qui représente maintenant près de 63% du marché des infrastructures cloud. Et ceci empêche pratiquement les grandes entreprises agroalimentaires de fonctionner sans s'associer d'une manière ou d'une autre à ces acteurs. On voit tout type de collaboration émerger, vous le voyez dans ce diagramme. Et vous allez pouvoir trouver le rapport en ligne pour davantage d'informations. Je vais copier le lien dans le chat. Vous voyez donc qu'il y a des collaborations entre des entreprises puissantes dans le domaine de l'agriculture, mais également au-delà de ce domaine. Les institutions publiques, quant à elles, s'appuient elles aussi de plus en plus sur les grandes entreprises technologiques pour leurs activités. Il y a, par exemple, la Banque mondiale qui a accordé 1,15 milliard de dollars de prêts pour financer des projets agricoles numériques dans 36 pays. On va entrer maintenant dans le contenu du rapport. Donc, les innovations tendent à renforcer le système dans lequel elles sont développées et les entreprises du complexe agro-industriel et celles de la Big Tech renforcent cette tendance. Les technologies pilotées
par les entreprises renforce la concentration des entreprises et les dépendances vis-à-vis des technologies. Elle consolide l'agriculture industrielle et crée de nouvelles formes d'extractivisme. Elles reproduisent les inégalités existantes, notamment entre le Nord et le Sud, et mettent en avant des discours dominants qui minimisent les innovations locales remplissant les mêmes fonctions, mais de manière bien plus équitable. Le résultat est à l'opposé de ce vers quoi nous devrions tendre dans le contexte actuel. Les technologies numériques et génétiques propriétaires développées par les entreprises réduisent la diversité alimentaire alors que nous devons au contraire l'accroître. Elles allongent les chaînes d'approvisionnement alors qu'elles devraient être raccourcies. Elles concentrent l'information alors qu'elle devrait être partagée entre les personnes pratiquant l'agriculture. Il convient de refuser le discours dominant sur l'innovation. Les données n'ont rien de neutre. En effet, le passage au numérique n'est pas la prochaine étape logique de l'innovation agricole. Même les géants de la tech se rendent compte qu'ils ont créé un monstre. Aujourd'hui, on voit un recul, un changement de position par rapport à cette IA. Même les géants, comme je le disais précédemment, se rendent compte qu'ils ont créé un monstre. Ici, je vous ai copié la page de garde du Financial Times de la semaine dernière. Donc, les entreprises limitent leur recours à l'IA, les coûts pesant sur leur budget. Amazon, Walmart et Uber figurent parmi les pionniers qui ont mis en place des plafonds ou découragé les pratiques génératrices de gaspillage. Nous devons donc revenir à une vision plus large de l'innovation. Il faut voir ce qui fonctionne pour les producteurs, les travailleurs et les consommateurs, et non pas uniquement ce qui génère le plus de profit pour les géants de la technologie et de l'agriculture. Si on souhaite que l'innovation soutienne véritablement la communauté agricole, les communautés et l'environnement, que faut-il changer? Il faut renforcer les politiques publiques en faveur d'une innovation responsable et juste. Il faut orienter la recherche et les financements vers des initiatives durables et ascendantes. Il faut garantir également les principes de la recherche et de l'innovation responsable. Nous avons besoin d'investir dans les infrastructures physiques publiques pour les innovations ascendantes. Et il faut également, oui, avoir ces innovations qui partent de la base, qui partent du bas. Et enfin, il faut limiter le pouvoir des géants de la technologie et de l'agroalimentaire grâce à une réglementation antitrust plus stricte et à une réforme des droits de propriété intellectuelle. Nous espérons que ceci va changer le discours sur l'innovation. Cela implique de mettre en évidence les limites des discours. Je vous remercie et à plus tard pour les questions et les réponses. Merci beaucoup, Jennifer. Très, très intéressant. C'est un très bon début de discussion. Et oui, c'est peut-être le moment dans lequel il y a de la possibilité, hein, parce que voilà, il y a un peu d'espace pour des vues critiques. Et donc voilà, c'est un bon point de départ. Tu as déjà aussi évoqué quelques idées quant à voilà, ce qui pourrait être fait. On va en parler un petit peu plus tard aussi tout à l'heure. Quelles réponses sont possibles? Alors, je vais passer directement la parole à la deuxième intervenante, Madame Nandini Chami de IT for Change. Elle est directrice adjointe de cette organisation. Elle est basée en Inde. Elle va nous expliquer, parce que la plupart d'entre nous suivent ces discussions dans voilà, dans le domaine de l'alimentation, parfois un peu dans le domaine des droits humains, mais il y a pas mal de choses qui se passent sur d'autres domaines à l'ONU, hein, et donc Nandini Chami va nous expliquer, va nous aider à comprendre ce qui se discute, dans quelle sphère, en quoi les choses sont connectées les unes aux autres, notamment, et voilà, vos éclairages vont être très appréciés. C'est à vous. Merci, j'espère que vous m'entendez bien. Je mets mes diapos à l'écran.
Right. So IT for Change is a India-based Alors, organization IT for that Change, has c'est une been working organisation qui for est over basée 20 en years Inde, in qui travaille depuis understanding plus the de 20 ans relationship pour between comprendre les digital relations entre technologies and les consequences for technologies social numériques et les justice, gender conséquences en matière de equality, justice and sociale, sustainable d'égalité development de in genre emerging et de leadership. développement So, équitable. based on the processes we have been tracking in Donc, our work, nous avons fait un I guess suivi dans nos wanted to travaux, brief you hein. a quick Je points vais and share some vous reflections. montrer quelques éléments et Firstly, partager the quelques question réflexions. is, Alors why d'abord, la should we question, care c'est about digital pourquoi governance? est-ce What qu'on is doit so s'intéresser à la important about it? gouvernance So numérique? I Pourquoi est-ce que think c'est that si most important? of us have a Je hunch pense que la today, and plupart I think d'entre it's nous, becoming increasingly maintenant, perfectly clear savent, that c'est the impossible digital era d'ignorer is que somewhat like this le movie numérique, Everything Everywhere All at c'est un peu comme Once. ce film Everything Because Everywhere we All at Once. recognize that On digital sait que technologies are les not just technologies numériques neutral tools, ne sont but pas rather they des are outils neutres. institutional Au forces contraire, ce that sont des forces reshape social institutionnelles power. qui And remodèlent les therefore, rapports de as force the arc sociaux of the digital revolution is shaped et by la capitalism, révolution numérique what we are est seeing is modelée that par the le digitalization capitalisme. Et on voit and que la processes of numérisation, les datafication processus and de algorithmification, mise they en become données, mise en channels through which algorithme, the common en is not algorithme, eh enclosed. bien, Both the ça commons of natural enferme les biens resources communs, ça and les the commons privatise of à la safety fois les protection ressources and naturelles, mais essential aussi les social biens communs de services. la reproduction This sociale et is des the services set of sociaux research studies that essentiels. IT for Donc Change voilà, là, ce sont des co-authored with études que our IT for partners Change a ETC coordonnées avec Group, nos FIAN, partenaires ETC People's Group, Health FIAN, Movement, People's TWN, Health and others. Movement, And this actually shows us TWN et the d'autres. Et different ça, ways in ça which the expose les différentes particular manières par problems of lesquelles the des capitalist-led digital problèmes revolution is eating de into our du commons. capitalisme, And let me eh just bien, resist the vont rhetorical. s'attaquer à I nos don't have biens time to communs. talk about that, Alors, je n'ai but I'll pas le maybe temps de share with you all these détailler research ce que studies for contiennent your ces recherches, perusal. mais je pourrais vous So envoyer now les going back to liens what this input et les is contenus. about. Alors, In the les processus digital sur lesquels space, unlike cette in contribution many other s'intéresse, areas of international law, la- we do not have a contrairement à convention. There beaucoup is no d'autres set of global rules that are binding on domaines, how il n'y a digital pas technologies vraiment de should be cadre de la gouvernance governed. numérique, And as a hein, result, oftentimes questions et of digital souvent, governance, les questions especially sur la after the gouvernance data and numérique, AI revolution, they get surtout après fragmented la and révolution de discussed l'IA, within many ce other sont des existing débats qui sont forums, whether it be that of the FAO, fragmentés, whether it soit be that traités of the par la WHO or FAO, other soit global pour agencies, and l'OMS, even soit in par other d'autres plurilateral organisations de spaces such l'ONU ou as the d'autres OECD. At the institutions multilateral level, there are only two multilatérales. processes that Il y a deux have an processus qui méritent advocate of d'être digital justice notés, to nous rely qui on, défendons and la that is justice why I numérique, deemed sur they lesquels on are peut s'appuyer. noteworthy. C'est pourquoi donc je One les is the mentionne. follow-up D'une processes part, of the World Summit on the c'est les Information processus de mise Society, en œuvre which du is the sommet mondial closest sur la we société de have to a l'information. convention, where in the early Euh, 2000s, Début as des there were années increasing discussions 2000, that il y avait de plus internet en plus de technology could not discussions sur be le fait que les completely technologies de allowed to l'Internet exist in a lawless ne state, pouvaient and pas questions vraiment of public interest and exister public policy sans erupted être in that. connectés aux questions This is politiques et a sociétales. UN summit that was Donc held c'est un sommet de with a l'ONU, framework that was made c'est in tenu terms début of des années how the 2000 internet avec un should be cadre de governed. suivi pour voir And comment devait what is être unique about the World Summit on the gouverné Information le numérique. Society is that it adopts a multi-stakeholder Et donc framework c'est un for cadre its multipartite implementation. Given qui the s'occupe de sa particular mise en œuvre, specific hein. histories of internet Il y and a how it evolved, l'histoire it was spécifique de l'évolution always very d'Internet difficult to talk about et states de ce fait, c'était roles and responsibilities in its difficile de savoir quelles governance. seraient les So, a responsabilités des compromise États was dans la reached gouvernance between d'Internet. those who wanted the internet to Et be voilà, a il y a eu stateless cet place and accord, resilient to public ou plutôt il y policy, avait un débat entre governance to le fait be que Internet rooted devait in être internet sans governance. État, sans And régulation, this et d'autres qui compromise disaient is qu'il typical devait y avoir multi-stakeholdism, where the idea une is that gouvernance technical par community, les États. private sector, civil society, Donc il y and a ce states cadre would qui jointly contient arrive at la processes société on civile, des deciding acteurs du privé, des the institutions global qui, rules and ensemble, how the essaieraient future of the digital d'établir des règles revolution has to mondiales be par rapport shaped. à And I l'évolution will speak numérique to in a moment future. about Je what parlerai this tout à l'heure principle has led to in de ce à practice and quoi what a mené ces demonstrations it has principes produced. Other than the World par la Summit on the suite. Information Society, the most important Ensuite, framework le that we deuxième have cadre is le the plus Annex important to qui the Pact existe, of the Future, which is the c'est UN Global l'annexe du Digital pacte Compact. This is a numérique framework for mondial de international l'ONU pour la digital gouvernance cooperation des that données et member de states l'IA. agreed.
les États membres se sont mis d'accord sur ce pacte parce que le cadre mondial sur le numérique n'avait pas vraiment permis des consensus. Et ce déficit en matière de gouvernance devenait difficile à gérer. Les États voulaient donc un consensus. C'est pourquoi il y a eu ce pacte numérique mondial. Et voilà, ça a permis quelques évolutions positives. Je vais vous dire rapidement ce qui s'est passé après le sommet mondial sur la société de l'information et après ce pacte numérique mondial, notamment les 2 dernières années. En décembre 2025, donc, c'était la révision 20 ans après de ce processus. Et nous, à IT for Change, on s'est dit que c'était un peu un moment comme Alice au pays des merveilles. Voilà, le fait de courir 2 fois plus vite pour rester au même endroit. Cette idée, avec la révision, c'était un peu ce qu'on a ressenti parce que 20 ans plus tard, les mêmes problèmes persistaient, hein, c'était les mêmes qu'au départ. Il n'y avait pas d'engagement concret pour s'attaquer à la concentration technologique et le pouvoir des marchés, même si ça avait été pointé du doigt tout du long. Il n'y avait pas de tentative de remédier au déficit de financement public dans le développement des infrastructures du numérique dans l'hémisphère sud, car de nombreux pays dans l'hémisphère sud, ce n'était pas possible d'atteindre les infrastructures numériques pour se développer, et donc ça allait placer ces pays du Sud dans une situation de néocolonialisme numérique, parce qu'il faut un minimum d'infrastructures pour l'IA ou le numérique. Et troisième chose, malgré les préoccupations grandissantes des risques liés à l'IA et aux technologies numériques, et c'était ce que demandait la société civile, d'avoir plus de précautions, notamment IT for Change et d'autres acteurs de la société civile y avaient travaillé pour promouvoir plus de précautions. Alors, une déclaration du G77 qui faisait part de ses déceptions sur le document final. Et donc, ça dit que ce groupe regrettait beaucoup l'absence, malgré un certain nombre d'efforts, l'absence de mention explicite du principe des responsabilités communes mais différenciées. C'est DDR en anglais. Ça n'a pas été reconnu, ce principe. Il n'y avait rien dans cet examen 20 ans plus tard euh, qui pouvait permettre une équité numérique pour les pays de l'hémisphère sud. Maintenant, 2 autres processus qui ont été un peu un suivi du pacte numérique mondial. C'est le groupe de travail de la CSTD des Nations Unies sur la gouvernance des données. C'est intéressant parce que ça essaye de faire quelque chose qui est assez unique, de mettre en place un consensus sur comment les flux de données doivent être gouvernés pour atteindre des résultats de développement un peu équitables. Donc, comme la présentation précédente l'a dit, en général, jusqu'ici, ça n'a été que la consolidation de monopoles de grandes multinationales. Donc, là, IT for Change est un membre de ce groupe de travail et devrait, d'ailleurs, il devrait y avoir un rapport final en août. Ce sera diffusé avant la prochaine Assemblée générale. On va voir un peu quelles sont les recommandations politiques. Dans le groupe de travail CSTD, donc, il y a des considérations essentielles du point de vue des pays du Sud qui doivent être prises en compte. Parce qu'il y a des intérêts divergents entre pays en développement et pays plus développés. Et nous, depuis l'hémisphère sud, on pense qu'il faut qu'il y ait un consensus sur le fait que les droits économiques, sociaux et culturels et le droit au développement doivent être un principe fondamental de la gouvernance mondiale des données.
On veut aussi que soient abordés les régimes de propriété intellectuelle en vigueur qui, pour l'instant, ne permettent pas de revendiquer collectivement les ressources de données, et notamment pour ce qui est du partage équitable des avantages ou des bénéfices. D'un point de vue biodiversité, notamment, les entreprises par rapport, sur les données, qui s'occupent des données par rapport pour les communautés, les données agricoles ou les données non personnelles, on l'a vu notamment avec ce groupe ici. Dans le sud global, cette formule qui a été faite par les leaders de l'économie numérique, et notamment par les États-Unis, ça ne marche pas pour tous les pays, et il ne devrait pas y avoir un cadre qui serait le même pour tout le monde. Donc on essaye d'harmoniser à l'échelle mondiale les flux de données. Il n'y a pas de modèle unique de gouvernance des données. Il faudrait que ça soit plutôt basé sur le respect réciproque et le droit de différents pays à gérer les données de différentes manières pour qu'il y ait une sorte de souveraineté sur les données. Et on se bat aussi contre l'utilisation des valeurs techniques parce que parfois ça mène à l'accaparement des biens communs. Il faut faire la distinction entre des mécanismes techniques d'interopérabilité qui permettent l'échange de données et des mesures pour une compatibilité juridique. L'interopérabilité, au sens d'échange de données, n'est pas toujours un bien public. Alors ensuite, il y a un dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA qui va se tenir en juillet. Et l'idée, c'est de générer un consensus sur des thèmes particuliers liés au développement et à l'IA, à la redevabilité, à l'égard des droits humains. On ne sait pas trop pour l'instant comment ce dialogue va pouvoir mener à un consensus et quelles sont les coopérations pratiques qui pourraient en découler. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile, notamment nous, qui sont inquiètes par rapport au manque d'un socle minimum de principes sur la gouvernance de l'IA. On pense que ce déficit en matière de gouvernance va se poursuivre. Ça reste assez flou, hein. On ne voit pas bien comment ça pourrait mener à un développement plus équitable. Voilà, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Nandini, et désolé, on est navré d'avoir limité votre temps de parole. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir une vue d'ensemble, ce que tu as très bien fait, aussi en évoquant certaines particularités. C'est vrai que tu as parlé en général, on est un peu critique à l'égard des espaces multipartites, mais tu as pu évoquer comment, voilà, il y a des grands débats dans différents domaines, dans différentes sphères, avec des acteurs puissants. Je pense que comme beaucoup d'entre vous le savez, il y aura un forum de haut niveau sur la numérisation, l'IA et la gouvernance des données. En ce qui concerne les systèmes alimentaires, à Rome, fin juin, il y a ensuite ce dialogue sur l'IA début juillet. Donc voilà, beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Merci encore une fois beaucoup Nandini. Et dernière intervention pour ce premier volet, ce premier bloc d'intervenants. Je vais passer la parole à Matthew Canfield, qui est professeur associé à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Et Matt est aussi un participant
actif dans les discussions qui se tiennent au sein du groupe de travail du MSCPA sur les données. L'un des concepts qui est parfois utilisé quand on cherche à savoir comment réguler, réglementer ces technologies et ces données, ce sont les infrastructures publiques numériques. Et donc, Matt va nous expliquer un petit peu ce que ça signifie, donc DPI en anglais ou IPN en français, on dira DPI pour plus de simplicité. Donc, infrastructure publique numérique, est-ce que c'est un concept vraiment utile pour nos mobilisations, pour nos travaux de sensibilisation, de plaidoyer? Matt, tu as la parole et on te remercie d'avance de tenir, si possible, le temps prévu de parole. Merci, oui, donc on m'a demandé de parler des infrastructures publiques numériques. Je ne vais pas dire tout ce que je pourrais dire parce que c'est un sujet très important, mais excessivement complexe aussi. Je commencerai par dire que le concept de DPI, donc infrastructure publique numérique, c'est assez nouveau. C'est une sorte de cadre pour penser la numérisation et le rôle des gouvernements qui vont faciliter cette numérisation. Ça vient vraiment des années 2020, mais ça a été consolidé quand l'Inde est devenu président du G20 en 2022-2023. Et donc, elle a un peu forgé sa propre approche des infrastructures publiques numériques. Ces infrastructures publiques numériques sont menées par les gouvernements, des États, mais elles sont produites et créées par le secteur privé, essentiellement pour faciliter les économies numériques. Elles ont été développées spécifiquement pour l'agriculture maintenant. Donc, je voulais parler un petit peu de l'infrastructure publique numérique. Ces infrastructures publiques numériques, qu'est-ce qu'elles sont en général et qu'est-ce qu'elles sont dans le secteur agricole. Il y a plusieurs exemples aujourd'hui. L'Inde reste le leader par rapport aux réflexions liées aux infrastructures publiques numériques. Dans l'agriculture, elle a développé AgriStack, j'en parlerai. Il y a aussi au Kenya le système Kiamis, un cadre de gouvernance des données sur les systèmes intégrés d'information, sur la gestion agricole, et en Zambie également. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure publique numérique? Ce sont en fait des rails, si vous voulez, qui permettent de faciliter la circulation des personnes, des fonds et des informations. Un peu comme les réseaux routiers ou ferroviaires. Ça permet aux personnes, aux informations d'aller d'un endroit à l'autre. Donc, voilà. La Banque mondiale décrit l'infrastructure publique numérique comme une approche de la numérisation qui est axée sur la création de composants numériques fondamentaux conçus pour l'intérêt général. Ça comprend les logiciels, les codes, des plateformes, des applications. L'idée, c'est que ces technologies numériques qui sont développées seraient interopérables et ne sont pas spécifiques à certains secteurs, qu'on pourrait les utiliser dans différents domaines. La manière dont l'Inde les a développées, la manière dont c'est cadré, c'est qu'il y a 3 DPI fondamentales. L'identité numérique, la biométrie, les signatures électroniques et les paiements numériques et partage de données. C'est pas la seule manière de définir les infrastructures publiques numériques, mais c'est la formulation qu'utilise l'Inde et ça a été adopté et vu comme du coup l'approche dominante. Pour la plupart, elles sont guidées par le secteur public, les gouvernements, mais elles sont produites par le secteur privé, elles sont conçues par le secteur privé. Ça, c'est important. Quand on parle d'infrastructure publique numérique, en général, on pense à cette couche entre les données et les composants électroniques, le hardware. Et en dessous, la couche supérieure, ce sont les services. Ça, c'est un graphique qui vient d'un rapport que l'on a produit. C'est une manière de définir les infrastructures publiques numériques. C'est la manière dominante. Mais en Europe, quand on parle d'infrastructures publiques numériques, souvent, on parle aussi de ce type de schéma. Les objectifs sont doubles.
but they also, and this is really important, are enabling digital economies by L'idée est de facilitating the sharing favoriser of l'administration en ligne et verified de personal data. soutenir la mise en And place what's des really services new here sociaux. in L'idée est kind of également de this push for favoriser le digital public développement des infrastructure is that économies governments are providing numériques en the facilitant resource le for the partage de digital données à caractère capitalism, data, personnel and that's vérifié. one of the key things that the Il key s'agit roles d'un that élément DPIs play. clé, d'un rôle To clé some que jouent extent and in ces some contexts, they infrastructures. may Dans contribute to une digital certaine sovereignty. They're mesure, often framed, elles peuvent especially également in the contribuer à global la south, souveraineté as enabling numérique. governments to guide the process of Cela peut digitalization aider rather les than being gouvernements driven du Sud, by par exemple, large private à corporations in the faciliter, global à mettre north. en place Whether les that's the case is différents actually debatable processus vers because although they talk a lot l'identité about numérique. preventing lock-ins and monopolies, the truth is that there's many ways in which lock-ins and Il y a monopolies can continue. différentes For example, in manières de India, garantir ces services-là. has En the Inde, par unified payments exemple, interface, but you still see that ils ont 80% of payments happen une through Google Pay and interface PhonePe, so two companies. centralisée pour I'll talk les about that in a paiements moment. et j'en parlerai de But manière plus the most approfondie important thing is that, plus tard. how these values, how L'élément basically le this plus balance important between the kind of consiste à savoir e-government, qu'il y a the ici public la good possibilité de is permettre organized and l'interopérabilité pour related to this empêcher question of les to what extent verrouillages. these digital public infrastructure serve primarily Ces to enable infrastructures digital publiques capitalism numériques is really at the core doivent of this debate are what is être public in public infrastructures. considérées du And point de for vue this de reason, la signification de the l'adjectif Open public Futures ici dans prefers the cette term expression. C'est la raison pour laquelle public digital l'organisation Open infrastructure Futures to privilégie refer l'expression to the infrastructure responsibility of numérique developing publique and pour maintaining an désigner ecosystem la of open responsabilité du protocols and software public dans le systems that développement et la rely on maintenance collective d'un governance and écosystème de protocoles non-extractive ouverts et de economic composants models. logiciels reposant sur This une is being gouvernance developed for collective agriculture et primarily des to modèles address the économiques problem non of data extractifs. fragmentation, and it's being led by a Alors, couple of cela a different été conçu organizations, but principalement pour primarily remédier being au funded problème de by la the Gates fragmentation des Foundation données and the dans World le Bank. secteur And in agricole. Ce projet agriculture, est the également kind of core piloté par la components are société farmer indienne AgriStack, registries, crop mais on peut registries, également and citer land registries, all of comme which are exemple brought le together in FarmStack kind of de a Digital central Green ecosystem et that can be Open provided for AgriNet. information, primarily both for government and the private sector. And of course, each of the compiling of this data and the digitization of this data entails La really big numérisation des distributed données questions, really important entraîne des questions representational importantes questions par related rapport à to it. la And just distribution. J'y like viendrai in plus the tard. context of DPIs in general, there's a Dans balance le between contexte de ces supporting infrastructures farmers publiques and supporting numériques, food security il y a on donc the one l'idée hand, de and then this push for soutenir les agriculteurs, les agricultrices et Some la people who are sécurité developing alimentaire. DPIs explicitly Certaines say that DPIs personnes are qui to développent des enable pays, donc countries en anglais, enable indiquent developing vouloir countries to fournir move des from informations plus subsidization précises, to commercialization, produire because des fundamentally what informations plus DPIs do is they précises serve pour le to connect suivi de la farmers to value sécurité chains, alimentaire, enable financial réglementer services, la de-risk transparence de investment, la chaîne facilitate innovation, and d'approvisionnement. enable artificial intelligence. And so to wrap up, Pour Philip, conclure, I see you're coming back peut-être, on. je vois que There's vous me generally a rappelez, lot of risks il when it y comes a to DPIs généralement in terms beaucoup of de risques en lien surveillance avec les and infrastructures exclusion publiques and numériques. Ils sont liés concentration. à l'exclusion, à la violation de la vie In privée, à la agriculture, surveillance. these are sort of Dans le magnified. domaine de And one of the l'agriculture, ces biggest risques things that I sont just want to pull out augmentés. from this is to say Et that, je vais en there's a lot donner of talk about quelques-uns ici. openness, Il y a which Nandini beaucoup said, open standards, de open discussions protocols. par But rapport à cette many of the kind of ouverture. On ways in parle which de these are being rolled protocoles out are ouverts, highly untransparent de and not systèmes very ouverts, mais open. il y a beaucoup Whether it's d'opacité en the réalité dans ces MOUs that systèmes. governments are signing or the On ways peut that voir they're quels sont les sharing data protocoles d'entente and que the signent governance les gouvernements. mechanisms Les underpinning them. So just like mécanismes Jennifer said, they're gouvernementaux qui deeply sous-tendent political. ces They raise systèmes. Comme profoundly l'a dit important Jennifer, questions. il y a And beaucoup the de politique importance of dans tout developing cela. rights-based and Il faut commons-based pouvoir approaches to DPI is really définir essential des because approches they fondées are sur les becoming the droits new pour ces rails on which the infrastructures. Ce digital sera très economy are being important, built, especially for car agriculture. And we on sait must que be dans cette nouvelle consistently ère asking what kinds of numérique, infrastructure ces do infrastructures vont small-scale food prendre producers actually need. une place très importante. Il faudra savoir ce dont ont besoin également les petits producteurs et les petites productrices. Je vous remercie. Merci, Matt. Merci beaucoup. C'est contre-intuitif, hein, chaque fois ce que l'on entend sur les infrastructures publiques numériques, car on parle de public, mais en réalité, c'est produit par les entreprises du secteur privé. C'est pas du tout ouvert non plus, hein, malgré ce qu'ils peuvent dire.
Il faut en effet considérer ces questions-là. On peut citer l'exemple de la FAO. La FAO fait référence généreusement à ce concept d'infrastructure publique numérique. Il faut savoir ce que cela signifie. Et ce n'est pas forcément en soi une approche publique, mais il y a beaucoup de réflexions qui doivent être tenues à ce sujet pour voir comment cela peut servir les personnes, les communautés. Merci. Merci à nos trois intervenants précédents, Jennifer, Nandini et Matt. Je souhaite maintenant vous donner la parole pendant, disons, 15 minutes. Avez-vous des questions, des doutes peut-être? Ces présentations ont été assez denses. N'hésitez donc pas à fournir des idées, à poser des questions. Comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas dans une réunion d'experts, donc vous pouvez poser tout type de questions et nous pourrons essayer d'y répondre de manière collective. N'hésitez pas à lever votre main si vous souhaitez partager des réflexions ou réagir à ce qui a été dit précédemment. Vous avez la parole maintenant. Ne soyez pas timide. J'espère que ce n'était pas trop d'informations d'un coup. Jennifer, si vous êtes d'accord, je vais donner la parole à Dionisio. Et je vous donnerai la parole plus tard. Dionisio, lorsque vous parlez pour la première fois, veuillez s'il vous plaît vous présenter au tout début. Dionisio. Dionisio. Oui, merci. Excusez-moi, j'étais en train de me préparer. Je n'ai pas de caméra ces jours-ci. Je suis Dionisio Canawi. Je vous salue depuis le peuple maya du Guatemala. Je fais partie du groupe de travail Terre, Territoire et Forêt du CIP. Dans le cadre des efforts qui sont actuellement déployés au niveau du groupe de travail Entreprises et droits humains, abordons-nous ces questions, abordons-nous les impacts de ces processus que vous avez mentionnés ici sur les droits humains, sur le droit à l'alimentation. Est-ce qu'il existe une action, une initiative qui a été initiée à ce sujet? Je vous remercie. Merci, Dionisio. Vous posez la question également sur les espaces en lien avec les droits humains au niveau desquels nous sommes engagés. Il y a peut-être d'autres personnes dans l'appel qui pourraient être en mesure de répondre à cette question. Peut-être à Anna Maria. N'hésitez pas également à demander la parole pour d'autres questions. Anna Maria, pour une réponse à cette question de Dionisio. Vous aurez une possibilité d'intervenir plus tard, mais vous pouvez également vous prononcer sur ce premier bloc. Très rapidement, bonjour. Avant toute chose, j'aimerais demander à Matt quelle est la définition des biens publics numériques? Quelle est la différence que l'on peut faire avec les infrastructures publiques numériques? Voilà, car je vais aborder ces questions dans ma présentation. Pour répondre à Dionisio, ce que nous avons vu au niveau du système des Nations Unies sur les droits humains, c'est justement beaucoup d'accent sur la primauté sur la gestion des données individuelles et ce, depuis la perspective des droits civils et politiques. Peu de choses sont faites en lien avec les droits économiques, sociaux et culturels. Avec quelques organisations, nous avons donc organisé une session avec le CEDESC, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et nous avons transféré toutes ces publications au Commissariat aux droits de l'homme. Dionisio, il est certain qu'il s'agit là d'un espace important pour notre plaidoyer. Je souhaite également vous indiquer que dans le cadre du travail sur le traité avec les transnationales et les droits humains, nous espérons porter
se travaille sur l'impact de ces technologies, notamment sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et nous souhaiterons également aborder la question de la responsabilité juridique des entreprises. Merci. Anna Maria, tu ne t'es pas présentée. Anna Maria est la secrétaire générale de FIAN International. Merci pour cet éclaircissement. Une question a été posée à Matt, la différence entre biens publics numériques et infrastructures publiques numériques. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant cela, peut-être? Autrement, je vous propose de donner la parole à Matt et puis à Jennifer. Les biens publics numériques sont un terme qui vont décrire des blocs à partir desquels sont construites les infrastructures publiques. Parfois, ces biens sont élaborés par des pays, mais on voit de plus en plus une constitution par le biais d'une importation par des pays spécifiques. Il s'agit de quelque chose qui peut porter à préoccupation. En effet, les relations entre les entreprises qui les créent et les gouvernements sont peu claires. Il va falloir une adaptation également des biens publics des gouvernements par rapport aux différentes infrastructures. On voit de plus en plus une idée selon laquelle ces biens publics sont un service. Le secteur privé va de pays en pays pour proposer un menu de biens publics. Il s'agit d'éléments essentiels pour la démocratie, pour une approche fondée sur le droit. Et il faut pouvoir aller dans la direction de la participation, de la transparence, de la codéfinition, de la redevabilité. C'est une préoccupation notamment lorsqu'une infrastructure publique est développée par le secteur privé. Voilà, donc les biens publics numériques, ce sont des éléments, des blocs qui vont être incorporés aux écosystèmes, donc aux infrastructures concrètement. Merci Matt. Jennifer. Puis Sabrina. Merci à Dionisio pour cette question avant toute chose. Donc, on voit cette croissance de l'IA, des technologies. Il va falloir élargir notre vision, notamment en lien avec l'implication du contrôle de ces données, notamment les implications sur la capacité des petits producteurs à innover. Donc, on va devoir adopter ce panorama général pour savoir de quoi on parle concrètement. Merci pour cette question. Il y a en effet beaucoup d'éléments sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. J'aurais une question pour Matt. Je suis vraiment intriguée par un point. Les grandes sociétés technologiques sont en train de reconnaître les coûts liés au développement de ces infrastructures. Ces coûts sont très onéreux. Et elles sont en train de dire publiquement que cela leur coûte de l'argent. Elles sont même en train parfois de reculer. Donc, quelles sont les implications pour les infrastructures publiques numériques? C'est une question à laquelle, bien sûr, on pourra répondre après les différentes questions. Merci, Jennifer. Je vois Sabrina puis Souad. Je vais prendre donc ces deux commentaires ou ces deux questions et ensuite on passera à la deuxième série d'interventions. Sabrina, n'hésitez pas à vous présenter avant de parler, s'il vous plaît. Bonjour Philippe. Désolée, je ne pourrais pas allumer ma caméra. Je suis Sabrina Masingila de la Society for International Development basée en Tanzanie. Merci aux différentes personnes pour les différentes présentations. J'aurais une question pour Nandini. Elle a mentionné en effet les déficits financiers, notamment pour les pays du Sud, en lien avec la construction d'infrastructures. Lorsque Matt a réalisé sa présentation, il a mentionné également que ces infrastructures publiques numériques sont également développées par le secteur privé.
Il y a donc toute une problématique financière qui émerge ici et qui est transversale à la construction de l'infrastructure, à la construction de ces infrastructures publiques numériques. Du point de vue de la souveraineté également, de nombreux gouvernements du Sud ne sont pas en mesure de choisir la technologie à utiliser en fonction des fins et des desseins. On a parlé de dépendance néocoloniale. Il faut toujours traiter encore à ce jour. Je me demandais si des travaux ont été réalisés en termes d'analyse plus approfondie permettant de savoir comment l'architecture financière pilote et génère ces dépendances. Par ailleurs, cela crée des inégalités, ça engendre un manque de souveraineté. Les pays du Sud ne peuvent pas déterminer la trajectoire de leur futur numérique. Voilà comment je souhaiterais le présenter peut-être, et c'est pour cela que je souhaitais vous interroger sur cet aspect précis. Merci. Merci Sabrina. Souad. Merci Philippe. Excusez-moi, je ne peux pas allumer mon caméra parce que l'Internet, elle est un peu faible. Merci beaucoup pour les interventions, c'est très intéressant. Pour moi, c'est un problème, c'est que la constatation, c'est que il y a de nouvelles formes de concentration de pouvoir où les entreprises technologiques contrôlent à la fois l'infrastructure numérique et en même temps les données publiques. Et avec le système IA, ce qui oriente quand même les politiques publiques et les systèmes alimentaires. Et ça, est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'on a développé une réflexion pour prévenir cette émergence qui va contrôler presque toute notre alimentation et en fin de compte, elle va contrôler notre vie. C'est une question, je ne sais pas, comme ça à la hâte. Je veux bien si on peut parler parce que ça donne quand même un sens. Pourquoi les choses ils vont aussi vite et nous on n'arrive même pas à prévenir les étapes ou qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on prévoit à le faire. Et merci. Thank you, Suad. Yeah, great question. I think if you agree, just to give Merci, oui, bonne question. just a few minutes to give the opportunity to first of all to On va Nandini, because donner la parole à Nandini, question of Sabrina around the dependencies and qu'elle the puisse dependencies. répondre à la question de Sabrina. Quickly to Matt as well. I saw that you Et je passerai aussi la parole à Matt également. On refait un petit tour de parole. 2 minutes. Nandini, en 2 minutes si possible. I just wanted to say Oui, that je one of the voulais issues that we see réagir. emerging is that L'un des problèmes qu'on voit émerger, c'est que au-delà des aspects monopoles et à capitaux concentrés dans cette économie numérique, on voit beaucoup de pays en développement aussi qui émergent. À IT for Change, on a l'impression que surtout, voilà, est-ce qu'un pays en développement n'est pas dans un choix un peu cornélien, c'est-à-dire est-ce qu'il faut investir dans le numérique ou investir dans la santé et l'éducation, c'est un choix impossible. Il y a notamment la proposition dans laquelle il y aurait des blocs régionaux. Ce sont des aspects à explorer. Et par rapport à l'intensité en énergie, comment est-ce qu'on peut aller au-delà des modèles LLM pour aller vers des large language models, pour aller vers des formes d'IA plus modestes, parce qu'il y a des entreprises comme NVIDIA qui essayent d'aller dans ce sens. Voilà, c'était vraiment quelques petites choses que je voulais ajouter. Nandini, Matt, do you still want Matt, to est-ce que vous voulez encore réagir? about DPIs if you still want to, or very quickly, Est-ce que vous voulez... words.
dire quelques mots avant qu'on passe à la deuxième moitié? Oui, une chose, c'est-à-dire d'abord l'infrastructure plus générale. Si on ne parle pas juste des softwares, mais des composants, c'est ce que Nandini évoquait, l'inégalité au niveau de l'infrastructure plus généralement, hein, quand on parle des économies numériques. Et je crois que l'une des choses et c'est dans les infrastructures publiques numériques, ça ignore justement ces inégalités. Au Kenya, par exemple, ils essayent de développer des infrastructures publiques numériques plutôt à l'échelle des softwares. Ils essayaient de de construire un centre de données qui aurait été le plus grand du pays, mais ça aurait imposé d'éteindre ou de rediriger 50% de l'électricité du pays. Hein, si le Kenya voulait vraiment être souverain en matière d'infrastructure pour l'agriculture et pour plus généralement l'économie numérique, ça aurait supposé la construction de ce centre de données, la moitié de sa consommation énergétique. Donc, quand on parle d'infrastructure, il faut voir l'infrastructure dans son sens le plus large, le plus vaste, et pas seulement au niveau des softwares, des logiciels. Et il y a vraiment un rôle central de ces infrastructures publiques numériques pour permettre la financialisation. C'est leur rôle fondamental souvent parce que qu'est-ce qu'elles font? Elles fournissent des données personnelles vérifiées au secteur privé. Et dans le secteur agricole, ce qu'ils veulent, c'est voilà, que les entreprises connaissent leurs clients et ce serait un moyen pour les petits exploitants agricoles d'accéder au financement ou à de l'aide. Et quand j'ai regardé ça, les infrastructures publiques numériques en Afrique du Sud, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de pays en Afrique qui voulaient cette approche d'infrastructures publiques numériques, surtout parce qu'ils voient ce déclin de l'aide au développement. Et donc, cette infrastructure publique numérique aurait été promue comme étant, voilà, comme pouvant remplacer l'aide au développement, mais c'est évidemment excessivement gourmand en ressources naturelles. Merci. Alors, je crois qu'on ajoute un peu de la complexité au tableau d'ensemble, mais c'est important. Alors, je vois qu'il y a Tanmay et Fabrizio qui ont levé la main, mais si ça ne vous dérange pas, on va d'abord passer au cycle d'intervention suivant et je vous repasserai la parole. On fait une petite pause sur le tableau qui a déjà été brossé et qui est complexe, hein, je le dis. On essaye collectivement de comprendre un petit peu quels sont les points d'entrée et quelles sont les choses que l'on pourrait demander de façon stratégique à travers nos mobilisations et nos activités de plaidoyer. Je pense que dans la deuxième partie, là, on va avoir un peu d'autres points de vue par rapport à ça, de différents secteurs, de différents continents et de différents contextes. Donc, je vais commencer par donner la parole à Tai Peli. Il représente le Conseil international des traités indiens. Il est du peuple Taino de Boriken. Tai, nous sommes ravis de te compter parmi nous. Tu as la parole. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour, chers frères, chères sœurs, je m'appelle Tai Peli, je suis un Taino de Boriken, que vous connaissez peut-être sous le nom de Porto Rico. Je vis aujourd'hui aux États-Unis et je vais vous parler de nos réalités autochtones et de nos points de vue sur la souveraineté des données, l'IA et les droits des peuples autochtones. En avril, j'ai assisté au deuxième sommet sur la souveraineté et la gouvernance des données des peuples autochtones. C'était organisé par l'Université d'Arizona. Je n'ai pas le temps de vous citer toutes les questions que nous, peuples autochtones, on veut aborder en matière de souveraineté et de gouvernance de données, mais je vais présenter certains domaines qui sont vraiment très importants et je vais vous présenter aussi des possibles solutions en tant que peuples autochtones et des mesures, des actions qui pourraient nous aider à garantir la protection de nos droits
notamment par l'autonomisation et l'éducation de nos peuples autochtones. Il faut qu'on comprenne les répercussions de l'intelligence artificielle, de l'extraction de données, de la numérisation, leurs impacts sur nos ressources en eau et autres ressources naturelles, notamment nos terres, nos territoires autochtones. Il faut qu'on se prépare au tsunami que pourrait provoquer tout cela si l'on ne prend pas des mesures préventives. Je milite pour les droits humains des peuples autochtones depuis plusieurs décennies et je travaille dans le milieu socio-culturel depuis longtemps. Quand j'ai commencé à entendre parler des données autochtones il y a quelques années, je pensais qu'il s'agissait juste de chiffres, de statistiques. Mais j'ai fini par comprendre que ce terme englobe beaucoup plus et j'ai été très inquiet. La plupart de nos peuples ne voient pas la complexité de ce sujet et comment on peut protéger nos données. Depuis des décennies, les peuples autochtones ont fait l'objet d'études dont les bénéfices ne sont pas partagés ensuite. Au contraire, ce sont des études successives à partir de ces études sans le consentement libre donné préalablement et en connaissance de cause par ces peuples. Alors que les valeurs la valeur de ces savoirs de sciences et des technologies autochtones, on le voit que elles sont publiquement minimisées alors que ces informations sont extraites de nos peuples et commercialisées. Nos médecines traditionnelles ou la culture des plantes saines sans usage de pesticides ou nos techniques d'irrigation, nos pratiques spirituelles ou d'artisanat, de cérémonie, les chants, tout ça, ce sont des exemples de domaines qui ont été ciblés par l'extraction des données. Aujourd'hui, aux États-Unis, on peut lire que de nombreuses communautés non autochtones mettent en place des politiques pour qu'aucun centre de données ne soit implanté sur leur territoire. Mais on ne voit pas, et c'est intéressant, toutes les communautés autochtones qui subissent d'ores et déjà les impacts de centres de données qui sont installés sur leurs terres et territoires ancestraux ou à côté, ni du nombre de ces communautés qui subissent déjà des pénuries en eau. Et c'est pas seulement aux États-Unis, bien sûr, d'autres pays d'Amérique latine sont touchés ou d'autres régions du monde. Nito Takuhulo, c'est la vie. Les peuples autochtones subissent déjà les violences environnementales et le racisme environnemental, le détournement des ressources en eau qui sont utilisées pour les centres de données. Ça va à l'encontre de la vie humaine, mais aussi à la flore, à la faune, à l'agriculture. Et bien sûr, sans parler des impacts économiques et socioculturels pour les peuples autochtones. Ce sont des menaces pour notre mode de vie, notre pérennité et la préservation de notre culture. Au cours de ce sommet, on a identifié les besoins suivants. D'abord, en matière d'éducation, utiliser une langue accessible à tout le monde pour que les plus jeunes, les plus vieux comprennent la signification de la souveraineté et de la gouvernance des données. Et comment on peut établir des protocoles spécifiques aux peuples autochtones. Qu'il y ait du renforcement de capacités sur les méthodes de collecte de données, les techniques, les indicateurs, qu'il y ait de l'intersectionnalité, c'est-à-dire le croisement entre éducation, économie et recherche. Favoriser ensuite le dialogue intergénérationnel parce que les jeunes sont plus à l'aise par rapport aux technologies numériques. Les aînés détiennent les discours, le savoir et les jeunes ont mieux la maîtrise de l'informatique. Ensuite, favoriser les partenariats, notamment avec d'autres peuples autochtones qui auraient mis en place des protocoles pour leur souveraineté sur les données et qui pourraient permettre un partage d'expériences. Certaines communautés autochtones construisent leurs propres petits centres de données, leurs propres clouds.
À mon avis, ce qui est important, c'est de créer des protocoles et des cadres à travers une approche fondée sur les droits. La déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, ça représente les normes minimales. On ne doit pas accepter quelque chose qui ne respecte pas au moins ces normes minimales. Il faut qu'on encourage et qu'on fasse la promotion de protocoles qui appliquent le consentement libre donné préalablement et en connaissance de cause, avec des décisions prises par les peuples eux-mêmes, hein, que ce soit IA, extraction de données, numérisation ou toute autre chose qui a trait ou qui a un impact sur les peuples autochtones, ben, il faut leur consentement. La consultation, c'est le seul moyen d'obtenir le consentement. S'il y a consultation sans respecter le principe du consentement libre, préalable, éclairé, ben, il y a violation de droit. La souveraineté et la gouvernance autochtone sur les données ne peut être assurée que si on respecte pleinement nos droits. Comme je le dis toujours, si on ne comprend pas nos droits, on ne peut pas les défendre. Merci. Merci infiniment, Tai. C'était un discours très fort, voilà, des choses très importantes, les approches fondées sur les droits et quels sont les éléments essentiels à aborder, voilà, tes réflexions sur les priorités. Merci beaucoup. Maintenant, on va changer de continent et je vais appeler Jean Thévenot. Jean vient de France, il est paysan, il est membre de la coordination européenne de la Via Campesina. Il y a 3 ans, il y a eu un processus inclusif au sein de la Via Campesina pour discuter collectivement toutes ces questions des technologies numériques, de ce que ça signifie pour l'agriculture paysanne en France, pour l'agroécologie. Et on a hâte d'entendre tes réflexions, tes apports et que tu nous expliques ce sur quoi vous travaillez au niveau européen en tant que jeune paysan. Jean, tu peux parler en français ou en anglais comme tu préfères. Merci. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien pour l'interprétation, notamment? Je pense que c'est bon. Oui, c'est parfait. Formidable, merci beaucoup. Bon, déjà, merci beaucoup au secrétariat du CSIPM d'organiser cet événement, ce webinaire, ce cycle de webinaires qui nous semble absolument essentiel. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de thématiques urgentes et essentielles à l'heure actuelle, mais voilà, évidemment, la question des nouvelles technologies et de la digitalisation en fait partie. Donc, juste pour me présenter rapidement, moi, je suis installé au Pays Basque, donc en l'occurrence, territoire occupé par la France, mais qui reste un territoire autonome, ou qu'il aimerait l'être. Et donc, je suis paysan, producteur de plants et de semences en bio. Et voilà, je suis donc membre du comité de coordination de Via Campesina Europe. Donc, c'est un bureau où on siège une dizaine de paysans et paysannes. Et effectivement, suite justement à un certain nombre de questions qu'on a reçues et de réalités qu'on a vues sur le terrain, on a décidé l'année dernière de lancer une étude un petit peu ou un travail de fond sur la question des nouvelles technologies et en particulier de la digitalisation et du lien entre ces nouvelles technologies et des dynamiques qu'on observait dans les zones rurales. Voilà, toutes les dynamiques habituelles, hein, le manque de revenus pour les agriculteurs, l'expulsion des petits paysans, l'accaparement des terres, le remplacement des humains par des machines, la financiarisation de l'agriculture, tous ces mécanismes-là. On a essayé de voir un petit peu en quoi la digitalisation était liée à ces problématiques et surtout qu'est-ce qu'on pouvait proposer concrètement pour un petit peu s'en sortir, puisque c'était toujours un peu la question difficile. C'était finalement, évidemment, il y a des technologies digitales notamment, qui peuvent apporter beaucoup aux paysans et les aider, et notamment réduire la pénibilité du travail. N'oublions pas que le travail agricole est un travail pénible. Et là, en ce moment, en France, on est en train de subir une canicule extrêmement forte depuis quelques jours, avec des températures. Moi, par exemple, j'étais au travail ce matin dans ma serre, il faisait 47 degrés. Donc, avec des températures comme ça, c'est très dur de travailler. Donc, peut-être qu'effectivement, la digitalisation peut aider dans certains cas les paysans à réduire la pénibilité du travail. Par exemple, là, je reprends mon exemple ces jours-ci, avoir des systèmes qui permettent d'automatiser l'irrigation des plantes
pour ne pas avoir à aller irriguer manuellement sous une chaleur pareille. C'est évidemment un outil qui peut être voilà, un outil, on va dire, technologique, digital, qui peut aider les paysans dans la difficulté de leur travail. Et puis à l'inverse, on va avoir des technologies qui sont aliénantes, des technologies qui vont réduire les marges du paysan, réduire ses capacités de décision. Et ça, ça évidemment, on est contre. Donc on a voulu faire ce travail pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui était en jeu et qu'est-ce qu'on voulait nous soutenir et qu'est-ce qu'on voulait combattre. Alors je vais essayer de vous faire un peu un bilan. Pour information, donc ce travail a donné lieu à une publication qui est disponible en ligne sur notre site de CVC Via Campesina Europe, avec une version totale et une version résumée, avec après 25 propositions très concrètes pour les échelons nationaux, régionaux, internationaux pour cette question-là. Mais là, je vais essayer de vous présenter un petit peu du coup les grandes lignes de ce qu'on a trouvé. Donc la première question qui s'est posée pour nous et qui est au cœur de toute notre réflexion, c'est la question de l'autonomie et du contrôle. C'est-à-dire que pour nous, une technologie digitale, entre autres d'intelligence artificielle ou autre, qui va venir aider le paysan dans son travail, mais sans le remplacer, c'est positif dans les grandes lignes. À l'inverse, une technologie qui va remplacer le paysan et réduire ses marges de décision est problématique. Voilà, c'est un petit peu sur cette notion-là qu'on a centré nos réflexions, entre autres. Et donc, à partir de là, voilà un exemple. Les tracteurs de nos jours en Europe, on a des tracteurs connectés, des tracteurs intelligents, soi-disant, avec GPS intégré, qui se conduisent tout seuls, qui tournent tout seuls, etc., etc. Ça, typiquement, pour nous, c'est problématique. C'est problématique parce que quand ces tracteurs tombent en panne, c'est impossible de les réparer. Il faut absolument faire appel à l'entreprise qui a développé les technologies. Elles sont tellement complexes que jamais on pourra les réparer sur la ferme. Par ailleurs, si à un moment, l'entreprise veut prendre le contrôle du tracteur à distance pour le piloter à distance, ils peuvent. Donc là, carrément, on est dans un scénario un peu science-fiction où on a des outils dans nos champs qu'on ne contrôle même plus. Et enfin, et surtout, le contrôle des logiciels, puisque le logiciel qui va être installé sur ce tracteur, par exemple, ça peut être un logiciel qui va demander au tracteur de mettre des engrais de synthèse ou des pesticides et d'en mettre certaines quantités. Et du coup, si le paysan n'a pas moyen d'accéder à ce logiciel et de décider, par exemple, que lui, il n'a pas envie de mettre de pesticides, eh bien, il faut qu'il puisse modifier tout ça. Et si les logiciels sont contrôlés par des entreprises et que le paysan n'a pas voix au chapitre, eh bien, ça va poser problème. Donc voilà, ça, c'est le premier enjeu, c'est la question de l'autonomie et du contrôle des outils de travail. Les outils digitaux peuvent aider les paysans, ils peuvent être positifs si les paysans sont capables de les dominer, c'est-à-dire de comprendre leur fonctionnement, de les réparer, de les modifier, de les adapter à leur réalité. À partir du moment où on est sur un système où on a des technologies qui sont imposées aux paysans et sur lesquelles ils n'ont aucune prise, et bien là, on va considérer qu'il y a un problème. Le deuxième point essentiel, mais là je ne vais pas trop m'étaler parce qu'il a déjà été beaucoup abordé par les intervenants précédents, c'est la question des données. Évidemment, toutes les données de terrain sur les champs, les plantes, le taux d'hydratation des sols, enfin plein de données très importantes des fermes. Il faut absolument être sûr que ces données restent aux mains des agriculteurs et des agricultrices et qu'il n'y a pas un accaparement des données à la fois biologiques et aussi des connaissances des paysans et des paysannes par des entreprises qui pourraient les récupérer à des buts commerciaux. Donc cette notion-là, elle est essentielle. Donc là, on a vraiment besoin d'un système de contrôle. Et notamment, je fais une petite aparté sur la question des brevets, et notamment sur les brevets sur les séquences génétiques. C'est la même chose. Quand une entreprise multinationale brevette des séquences génétiques et de ce fait empêche les paysans et les paysannes d'utiliser des plantes contenant ces séquences génétiques, on est dans un système de contrôle de données privatisé qui nous pose problème. Donc nous, on est opposé à ce genre de brevets et à ce genre d'accaparement des connaissances par des intérêts privés. Enfin, et donc ça c'était un peu les grandes lignes, pour rentrer un peu dans le détail et donner un exemple, l'autre souci nous qu'on a avec ces technologies digitales, c'est la perte d'humains. Il est très important pour les paysans et les paysannes d'avoir des humains avec qui échanger. Et donc, par exemple, en Europe, depuis quelques années, la digitalisation des services publics fait que, en tant qu'agriculteur et agricultrice, c'est quasiment impossible d'avoir des gens à qui on peut parler en cas de problème, à la fois technique, humain ou autre, parce qu'on remplace ces humains par des robots, par des intelligences artificielles, par des chatbots, par tout ce qu'on veut. Et en réalité, une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, ne pourra jamais avoir la même finesse de compréhension qu'un être humain. Et donc, nous, on pense que là, il faudrait aussi mettre des limites
notamment sur tout ce qui est lié au contrôle. En Europe, on a beaucoup de lois sur l'agriculture, c'est très bien, c'est ce qui permet d'essayer d'orienter l'agriculture vers des pratiques plus durables, plus respectueuses des travailleurs, etc. Mais par exemple, les contrôles liés à ces politiques doivent être faits par des êtres humains et non par des robots. Ça, c'est vraiment un enjeu essentiel. Et d'une manière générale, les services publics dans les zones rurales, éducation, santé, etc., doivent être maintenus avec des humains. L'intelligence artificielle, la digitalisation peut éventuellement servir à aider, à fluidifier, à rendre plus efficaces ces services, mais en aucun cas, ils ne peuvent remplacer le côté humain de ces services qui est absolument essentiel. Ensuite, il y a la question des technologies magiques. On entend souvent dans le monde en général et dans la culture en particulier, l'idée que ces nouvelles technologies, elles vont régler tous les problèmes. Ça va régler le changement climatique, ça va régler la crise de la biodiversité, on va tout régler avec des nouvelles technologies intelligentes, ça va être génial. En réalité, l'histoire de l'humanité nous prouve qu'en général, la technologie a plutôt été source de problèmes que de solutions, d'une manière générale. En tout cas, ces nouvelles technologies, elles ont plutôt tendance à émettre plus de pollution et à rajouter une couche de problèmes sur les crises environnementales auxquelles on fait face. Et donc là, c'est pareil, on dit attention, attention à une croyance dans des technologies qui serait un petit peu comme une espèce de dieu ou comme une espèce de solution magique qui permettrait de régler tous les problèmes. Il y a des choses intéressantes à chercher du côté de la technologie, bien sûr, mais il ne faut pas sous-estimer les connaissances traditionnelles des paysans et des paysannes et leur capacité à trouver des solutions eux-mêmes adaptées à leur réalité de terrain. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et donc là encore, on n'est pas complètement opposé à toute forme de technologie ou de digitalisation, mais on dit juste attention que cette digitalisation, elle soit au service des savoirs des paysans et des paysannes et non pas en remplacement des savoirs des paysans et des paysannes sur les choix techniques de terrain. Et je conclurai en disant que pour nous, à la Via Campesina, on défend un peu le principe de précaution. C'est un principe qui a été inscrit dans un certain nombre de textes internationaux légaux. C'est le fait que quand une nouvelle technologie arrive, il faut faire attention à ses impacts. Et donc, il y a un principe de précaution de si on n'est pas sûr, il faut d'abord tester, vérifier. Et dans le doute, il faut s'abstenir pour éviter de possibles conséquences graves. Et aujourd'hui, on entend des bruits très inquiétants dans différentes instances où moi je suis amené à travailler, de gens qui veulent remplacer ce principe de précaution par un principe d'innovation qui n'est pas du tout légalement défini et qui n'est pas clair du tout. Et ça, c'est très inquiétant. Notamment, là, il y a quelques jours en Europe, il y a eu un vote qui a réintroduit les OGM en Europe au nom justement de l'innovation et en déniant finalement le principe de précaution. Donc ça, on pense que c'est aussi un point qui est essentiel, et particulièrement pour les outils digitaux et l'intelligence artificielle. Voilà, donc pour conclure, je dirais qu'en gros, pour nous, il n'y a pas de solution miracle, de choses simples. Toute technologie peut avoir des avantages, des inconvénients. La question, c'est qui la possède, comment elle est utilisée, qui la contrôle, et c'est en répondant à ces questions qu'on pourra définir les technologies que l'on veut et les technologies que l'on ne veut pas. Mais il faut qu'on ait une grille d'analyse pour pouvoir faire ce choix, et il faut vraiment qu'on ait une vision politique de long terme pour ne pas subir finalement ces technologies imposées par des multinationales qui, soyons honnêtes, ne cherchent qu'à faire des bénéfices et absolument pas le bien-être commun. Merci beaucoup. Thanks a lot, Jean. Merci beaucoup, Jean. C'était très intéressant. Cela montre que les défis sont différents d'une région à l'autre. Vous avez parlé de la question des machines. Ça n'avait pas été tellement mentionné précédemment. Pardonnez, on n'entend pas forcément nos données personnelles, mais il y a également les informations de séquençage génétique, par exemple, et d'autres types de données. Donc, merci aussi de la mention à l'humanité. Vous avez parlé des principes juridiques qui pourraient constituer des éléments sur lesquels fonder notre travail, notre plaidoyer. Vous avez mentionné le principe de précaution également qui est fondamental ici. Nous avons parlé de la réalité sur le terrain. On a eu la perspective des peuples autochtones. On a eu maintenant la perspective des zones rurales en Europe. On va maintenant examiner un aspect qui va être peut-être plus spécifique, mais il est intéressant également de l'examiner. Lorsqu'on parle de plaidoyer, de travail au niveau des institutions, on essaie de voir aussi comment ces institutions traitent les données et comment
Les processus que nous avons décrits refaçonnent nos institutions et on va mettre ici l'accent sur la FAO. J'invite Ana Maria Suarez Franco de FIAN International à partager avec nous les perspectives d'une étude réalisée chez FIAN l'an dernier en coopération avec IT for Change. Nous allons voir comment la FAO traite ces données. Nous allons entrer dans des discussions avec les institutions. Il faut savoir ce que ces dernières font des données, de leurs données. Ana Maria, vous avez la parole. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce qu'on m'entend bien? Vous parlez un petit peu plus, Ana Maria? Cela va mieux maintenant. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vais vous présenter aujourd'hui un rapport intitulé Voir tout de nulle part, en anglais Seeing Everything from Nowhere. Il a été rédigé par Sofia Monsalve avec l'aide de différentes personnes ici présentes. Là, c'est inscrit dans le cadre d'une initiative émanant de IT for Change. Ce rapport apporte une vision critique en lien avec l'alignement de la gouvernance de la FAO, en lien avec les droits humains, notamment depuis la perspective des titulaires de droits de l'UNDROP. Le rapport évalue également si les initiatives numériques de la FAO et notamment les biens publics numériques et l'infrastructure publique numérique dont nous a parlé Matt promeuvent l'équité, la transparence et la prise de décision participative au sein des systèmes alimentaires. Il y a une préoccupation principale qui nous occupe et qui a surgi avec cette étude. La FAO est extrêmement dépendante vis-à-vis des sociétés technologiques basées aux États-Unis, Amazon, Microsoft, Google, pour les services de cloud au niveau duquel elle stocke de nombreuses données émanant des petits producteurs. Elle est dépendante également de ces sociétés pour son infrastructure numérique. Ces biens publics numériques et cette infrastructure publique numérique de la FAO ne satisfont pas aux critères d'intérêt public. Ils indiquent qu'ils sont publics, mais il n'y a rien qui se fait en faveur de l'intérêt public ici. Cette situation intervient dans un contexte qui nous permet de voir comment la FAO apporte une importance croissante à ces solutions dont parlait Jennifer. L'accent croissant que place la FAO sur la collecte, l'analyse des données et les biens numériques publics transforme les modalités de fourniture des services agricoles. Les données de la FAO sur les systèmes agroalimentaires représentent un large éventail d'informations qui inclut les informations génétiques tirées du germoplasme des cultures, les informations relatives au rendement, mais également relatives au bétail, à l'environnement, les données socio-économiques et géospatiales également. Cette tendance est très préoccupante car, comme vous le savez, la FAO établit des normes mondiales et par ailleurs, elle façonne les politiques des pays du Sud à travers son soutien technique. Les approches actuelles sont susceptibles d'influer sur les futures normes en matière de gouvernance des données qui régiront les systèmes alimentaires à l'avenir. Tout ceci intervient dans un contexte selon lequel les peuples autochtones, les femmes, les paysans et les travailleurs souffrent d'impacts différenciés. Je ne vais pas tous les mentionner, mais Jennifer nous a décrit ce contexte. On peut notamment citer les problèmes de fracture numérique, les dépossessions de terres et des semences, la participation inégale à l'utilisation des données, les régimes de propriété exclusifs et néfastes sur les données. Tout ceci se fait dans un contexte de concentration du pouvoir entre les mains des entreprises. Les géants de la technologie et les sociétés financières remodèlent l'agroalimentaire en vue d'une plus grande concentration du pouvoir du marché.
Il faut savoir que la FAO ne dispose d'aucune mesure de protection pour les connaissances traditionnelles et les données non personnelles des producteurs d'aliments à petite échelle. Il y a donc un accès inégal aux avantages des initiatives numériques au profit des grandes entreprises. Il y a une exclusion systématique des groupes marginalisés des processus décisionnels qui définissent les technologies ayant une incidence sur leurs moyens de subsistance. Quelles sont les conséquences? Un accaparement des données, une manipulation du marché, un biopiratage, un non-respect du consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones, notamment en ce qui concerne l'utilisation de leurs données géospatiales liées à leurs terres ancestrales. Les impacts de la numérisation en fonction du genre sont ignorés également. Il y a par ailleurs des effets qui sont quasi invisibles sur les droits des travailleurs et des travailleuses. Cet impact négatif porte sur le droit à la science dont nous disposons tous. Il a un impact également sur les droits liés aux données de ces communautés. Cela empêche de contribuer aux avancées scientifiques et de bénéficier de ces dernières. Cela porte préjudice directement à l'autonomie et à l'ingéniosité des petits producteurs d'aliments. Comme je vous l'ai dit, il y a une grande dépendance vis-à-vis des infrastructures et la FAO se concentre sur la gestion des risques techniques, mais ne tient pas compte du panorama général en lien avec les risques en matière d'inégalité et d'injustice. Ceci, bien sûr, va porter préjudice à la réalisation des droits des communautés et des peuples autochtones. Cela va empêcher l'utilisation de mécanismes garantissant les sauvegardes démocratiques. Je vais maintenant partager avec vous quelques recommandations et je partagerai ces diapositives avec vous. Nous pensons que la FAO devrait adopter l'égalité de genre comme principe fondamental de sa gouvernance des données. Elle devrait adopter les normes juridiques visant à reconnaître et à protéger les droits relatifs aux données non personnelles des petits producteurs d'aliments. Elle devrait appliquer bien sûr le droit au consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones et également le droit à une participation active, libre, effective, significative et éclairée des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Elle devrait prêter attention aux questions liées au travail. Elle devrait élaborer par ailleurs des supports pour alerter les petits producteurs d'aliments sur les menaces qui peuvent peser sur leurs droits dans le contexte des nouvelles technologies. Elle devrait incorporer les principes de partage des avantages au cadre de gouvernance des données de la FAO même. Elle devrait développer des mesures de protection contre l'appropriation indue des données de la FAO par des entreprises. Nous pensons qu'il est important de donner la priorité au développement de plateformes territoriales, nationales et régionales dans les partenariats avec les petits producteurs d'aliments. Il faut pouvoir garantir un financement public adéquat de la FAO et de son infrastructure informatique. Pour conclure, il y a une recommandation principale de ce rapport. La FAO doit veiller à ce que ces plateformes numériques soient au service des systèmes alimentaires territoriaux et non au service de l'agrobusiness mondial. L'alignement de la gouvernance des données de la FAO sur les droits humains et les principes de la souveraineté alimentaire ne constitue pas uniquement un ajustement technique, mais une exigence fondamentale pour garantir des systèmes alimentaires équitables et durables à l'ère du numérique. Je vous remercie, Philippe. Thanks to you.
Merci à toi, Anna Maria. Cette présentation peut sembler spécifique, mais je pense qu'elle vient ajouter une nouvelle couche à nos travaux, à nos réflexions. Cela nous montre comment la FAO peut transformer le paysage sur la base de ces outils. C'est en lien également avec la promotion d'un certain type de système alimentaire. Je sais que certains d'entre vous l'avaient mentionné au tout début. Nous sommes là également aujourd'hui pour préparer le forum de haut niveau qui sera organisé par le CSA la semaine prochaine. On aura Maximo Torero qui s'exprimera la semaine prochaine. C'est l'économiste en chef de la FAO. Il va parler de la gouvernance des données par la FAO et je ne suis pas certain qu'il présente les choses de la même manière que nous le faisons aujourd'hui. Donc, il est important de pouvoir avoir un œil critique sur ces éléments-là de notre côté, notamment du côté des institutions et de ces acteurs-là. Merci pour ces présentations très riches. Nous avons peu de temps, mais je pense que nous pouvons maintenant donner la parole à la salle, voir s'il y a des questions, des commentaires peut-être. Deux personnes avaient demandé la parole lors du premier bloc. Je vous avais promis la parole et j'invite maintenant Tanmay et Fabrizio à poser les questions qu'ils avaient précédemment. Tanmay, est-ce que vous êtes là encore? Oui, merci. Merci Philippe. Merci à tous et toutes. Merci de nous aider à comprendre un peu mieux toutes ces questions. Question fondamentale qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je suis Tanmay, paysan en Inde. Je fais partie de la Via Campesina également. Je travaille sur le terrain. Et ce qui fonctionne pour nous, c'est l'intelligence naturelle et non pas l'intelligence artificielle. Je vais vous donner un petit exemple. Nous avons dépassé les 40 degrés Celsius pendant 3 semaines consécutives en Inde. Nous n'avons pas eu de précipitations pendant cette période-là. Ceci engendre un stress sur nos écosystèmes, sur nos systèmes alimentaires. Les humains font partie de l'écosystème aux côtés des plantes et des animaux. Come across all these instances on a daily basis. Face à ces épisodes de sécheresse, nous devons savoir comment survivre face au changement climatique et cela engendre une question. Est-il possible de réaliser une évaluation des technologies basée sur les besoins? Est-il possible de résoudre un problème depuis cette perspective-là? Deuxième question. Lorsqu'une ressource devient une ressource numérique, comment appliquer les principes de participation, de droit à l'information, de consentement libre, préalable et éclairé? Comment appliquer ces principes-là? Il y a la question de la contamination des écosystèmes également. Lorsqu'on parle de génie génétique, nous utilisons les semences anciennes pour nos cultures. Lors des cas de contamination, on voit que souvent des drones pilotés par l'IA sont utilisés pour pulvériser notamment les champs.
J'aimerais donc savoir now there will be what if happens if this contamination comes to me who is responsible, who is qui est liable for responsable de this ces herbicide or contaminations this spray comes to par my les herbicides qui sont pulvérisés the par ces drones, par exemple? place where we are doing things in a different way because our crops can definitely our Nos individual cultures ecosystem can definitely outlive the peuvent drought and harsh weather we are survivre if herbicide aux épisodes de there is some sécheresse. malfunctioning drone spraying herbicide in my Mais si herbicide un farm, it won't be drone able to sustain that pulvérise mes onslaught. cultures, alors je sais que mes So cultures ne how seront do pas I en mesure protect de myself from survivre. that? Donc, comment Where me does this protéger de form tout into cela? Voilà ce que je the souhaitais justice system or demander. the Comment me data protéger de governance tout and ceci dans le responsibility cadre de approaches? la gouvernance des And données? lastly, how do we philosophically and Et legally articulate ensuite, these issues so that we comment can on peut articuler tout ça create aussi de some manière people-based approaches philosophique et légale, proactively qu'il y ait des do all this? processus Because right now, dans lesquels on aborde tout ça sous many d'autres seed angles, parce banks in que India, government seed aujourd'hui, il y a banks beaucoup are de banques de semences working with gouvernementales en Inde different big corporations like the qui travaillent avec Diversity des Seek program, DSEEK program, grandes that is coopérations, working, where most of our des grands groupes, des grandes pulses organisations. and millets are stored. They are doing a DSEEK program, Et digitization of souvent, all the seeds which are kept there il y a une is numérisation de being toutes open les open for semences open access et qui to sont anybody in the world, which we en can accès chat libre around being patented or pour whatever is happening, we don't know. toute personne dans le What monde, et on is ne sait pas ce qu'il en advient par la Indian National suite Seed Bank is de doing, we also ces don't know. données. So, Donc, so there is no place for us to on n'a assert pas our right de on place whose pour permission we are revendiquer doing it. nos So, droits yeah, I would au like niveau to permission d'usage de sorry ces for données, taking etc. Voilà, bon, je m'excuse, j'ai été un petit peu long, dit l'orateur, mais c'était un peu ce que j'avais envie de dire. Oui, mais ce sont des questions très pertinentes et très vastes. Je crois qu'il y a une chose que tu as évoquée aussi par rapport à la responsabilité. Comment ces technologies peuvent être redevables? Voilà, on n'a pas de redevabilité, de reddition de compte, hein. S'il y a, voilà, comme tu l'évoquais, une contamination épandage par drone ou autre. Il y a Fabrizio qui avait levé la main tout à l'heure, et puis ensuite Mani. Fabrizio, pardon de vous avoir fait attendre. Oui, pas de souci. Merci, je vais parler en français du coup. Je m'appelle Fabrizio de la Fabrique Paysanne ici en Belgique. Moi, je travaille beaucoup dans l'outillage agricole, donc du coup très sur le terrain avec les agriculteurs. Donc j'aime beaucoup la partie philosophico et théorique qui est abordée ici. Mais c'est vrai que sur le terrain, ce qui est assez complexe à aborder en fait avec les agriculteurs, en fait toute cette partie-là écologique, etc. On l'aborde, mais il y a vraiment chaque fois la question terre à terre qui est, mais oui, mais moi j'ai besoin de récolter autant, j'ai besoin de me faire autant d'argent, etc. Du coup, moi, j'ai une des questions ici aussi, c'est à travers toutes ces recherches, moi, en tout cas, personnellement, j'ai très peu accès à des recherches vraiment effectives qui me montrent un comparatif entre l'efficacité entre telle machine par rapport à telle machine. Et au-delà de l'efficacité, c'est le coût qu'il y a derrière, mais le coût sur le court terme et à la fois sur le long terme, à la fois qu'est-ce que ça impacte sur la ferme en tant que telle. J'aime bien faire le comparatif avec, il y a Colline Prévost qui est en train de faire une recherche sur le robot de traite qui nous aide énormément en fait dans les discours qu'on a avec les agriculteurs, qui nous montre en fait à quel point ils doivent faire appel à des IT extérieurs, combien de fois dans l'année, etc. Et donc en fait tous ces coûts-là ne sont jamais expliqués par le côté marketing, on va dire, de tous ces gros monopoles. Et en fait, c'est aussi un prisme, je trouve, qui est très peu utilisé pour contrer toutes ces nouvelles technologies, parce qu'elles sont vraiment poussées comme la solution pour pouvoir faire de la concurrence au niveau international, etc. Et vraiment, la partie écologique et théorique, elle est très intéressante, mais il y a vraiment le côté terre à terre que les agriculteurs à chaque fois nous posent comme question. Et du coup, moi, je trouve que c'est quelque chose qui manque. Et s'il y a des gens qui ont vraiment une recherche sur, mais vraiment spécifiquement sur chacune des machines qui sont quand même les plus utilisées, au-delà de ça, il y a, c'est du coup, comme j'ai dit, le changement sur la ferme, mais il y a aussi une partie qui n'est pas assez poussée, je trouve, chez les agriculteurs et agricultrices. C'est le fait que on leur explique que bon, toute cette IA que eux-mêmes
donne des informations à l'intérieur. Donc, je reviens sur le robot de traite, par exemple, qui est vraiment un cas concret. Du coup, ils doivent rester dans un périmètre assez proche pour, dès qu'il y a un souci, venir régler le souci. Mais du coup, l'intelligence artificielle va emmagasiner ces informations-là. Et donc, en fait, toutes ces infos, ils les donnent gratuitement à cette IA. Et du coup, en fait, nous, on essaye de valoriser aussi en leur disant, ben, en fait, il faudrait à un moment donné que, il y ait un groupe d'éleveurs qui commence à se rebeller et de dire, ben, en fait, on devrait être rémunéré, quitte à faire disparaître notre métier, au moins on est rémunéré pour donner de l'information. Et je trouve que c'est deux aspects, on va dire, qui sont très peu abordés et très peu mis en valeur, en fait, dans les contacts directs avec les agriculteurs. Je trouve qu'on reste tout le temps aussi dans un truc général au niveau sociétal et qui est intéressant, mais qui est des fois déconnecté vraiment des gens qui sont dans le guidon et donc qui n'ont pas l'occasion de lire beaucoup, d'être beaucoup sur l'extérieur. Voilà, merci. Thank you for that comment. I mean, we had at the first Merci beaucoup pour cette intervention. Au début, il y avait une petite section dans les premières interventions. Doran des États-Unis qui parlait un petit peu, je crois que c'était dans le chat, qui mentionnait comment certaines personnes dans certaines organisations essayent de trouver des moyens d'utiliser ces outils, notamment voilà, des outils avec l'IA, pas des chatbots commerciaux, hein, mais voilà, différents outils et qui étaient d'accord sur le fait que il faut aussi faire un contrôle des faits, hein, vérifier si, si c'est efficace ou pas, si dans les discussions au CSA aussi, on en a parlé parce que ça devient un mantra. On nous dit ces technologies ont tel potentiel, mais il n'y a pas forcément beaucoup de preuves. Et je pense qu'il faut faire un contrôle des faits un petit peu. Et je suis d'accord. Il faut vérifier ce qui fonctionne ou pas de manière pragmatique, terre à terre, et faire voilà, sur le terrain un petit contrôle de réalité, un petit test de réalité. Est-ce que quelqu'un connaît des études là-dessus? Je crois que c'est une demande aussi de Fabrizio. Voilà, de partager ces recherches si vous avez des études, des recherches à partager. Alors, Mani a levé la main aussi. Il ne nous reste que 10 minutes à peu près. Donc, Mani, merci d'être aussi bref que possible. Et puis, on verra si des intervenants veulent s'exprimer. Voilà. Je repasserai aussi la parole peut-être à Perla pour quelques réflexions de conclusion. Bonjour, je vais essayer d'être bref. Je crois que je l'ai déjà dit à différentes occasions où ça a été entendu, en tout cas. Alors bon, d'abord, je vous félicite pour l'organisation de ce webinaire et pour les différentes interventions. C'est très intéressant d'entendre ces différentes expériences. Moi, je voudrais parler de l'expérience du peuple Kuna. Il y a eu pendant différentes années des interventions de différentes entités ou gouvernements qui essayaient de comprendre un peu les connaissances traditionnelles, les systèmes alimentaires, et ils n'ont pas trouvé parce que ce peuple disait qu'il ne fallait pas informer, qu'il fallait préserver cette information qui serait transmise à la génération suivante. Et ça a permis vraiment la défense du territoire. Et souvent même, voilà, peut-être même parfois divulgue pas ou divulgue de fausses informations. Des secrets, en fait, des connaissances ancestrales pour pouvoir voilà, préserver cette culture. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait dépendre de l'intelligence artificielle si la communauté elle-même dispose de ces connaissances collectives et se base sur ces connaissances depuis des millénaires? Donc, moi, je crois que oui, c'est bien de mettre en place des normes, de réglementer.
Mais très récemment, d'ailleurs, le gouvernement du Panama, il y a une semaine, je crois, a offert 10 000 bourses pour l'intelligence artificielle, mais pour les jeunes. Mais en quoi est-ce que c'est intéressant d'offrir des bourses de cette sorte alors qu'il n'y a pas de bourse pour l'agriculture et alors que par contre pour développer l'intelligence artificielle on donne des bourses à des jeunes. Donc les peuples autochtones, les paysans savent à quel moment ils doivent informer, à quel moment ils peuvent libérer des informations, mais à des moments qui soient bénéfiques, non pas pour les entreprises, mais qui soient bénéfiques pour la communauté, les collectivités, pour les prochaines générations. Une fois, j'ai demandé à l'IA, c'est vraiment de la poésie, vous pouvez m'écrire un poème érotique? Et il me l'a écrit, ce chatbot, et moi j'ai dit, c'est un mauvais poème. Et la réponse, c'était, pardon, je vais essayer de m'améliorer. Mais je vois bien que on peut pas comparer l'intelligence artificielle avec l'intelligence collective, la pensée collective. Voilà. Bon, en tout cas, encore une fois, bravo, j'ai beaucoup appris ce matin avec vous. Merci beaucoup, Mani. D'une certaine manière, c'est une très bonne façon de clore. Mais bon, je voulais voir si certaines ou certains de nos intervenantes et intervenants voulaient réagir à quelques questions qui ont été posées. Je vois qu'Anna Maria réagit. S'il y a d'autres personnes, dites-le, mais il ne reste que 5-6 minutes pour voilà, respecter le temps prévu. Anna Maria. Oui, par rapport à Mani, intelligence artificielle elle n'aura jamais d'émotion. Donc comment peut-elle faire de la poésie? Non. Le problème qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que les mécanismes existants pour revendiquer de la justice sont biaisés ou imparfaits. Et donc, organiser, éduquer, essayer de façonner aussi les discours et d'influencer les discours, c'est vraiment très important. C'est ce qu'on essaye de faire, notamment en nous liant à certaines autorités de certaines entités de l'ONU, notamment le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation. On pourrait essayer de travailler dans des pays dans lesquels le droit à l'alimentation est vraiment bien défendu dans la Constitution pour voir comment, par exemple, aussi des drones polluent les cultures génétiquement ou directement. Voilà, pour essayer de déterminer les impacts. Et, voilà, je pourrais en discuter avec vous de manière bilatérale, hein, mais dans le chat, on a demandé si l'ONU pouvait être liée aux grandes entreprises de la technologie. Alors, le problème, c'est que il y a une pression économique énorme à l'ONU et donc, en quelque sorte, ils vendent leur âme hein, pour ces technologies et il y a beaucoup de pression de la part de ces multinationales très puissantes. Il y a parfois des agents, des fonctionnaires ou des travailleurs de l'ONU qui ont des liens, qui ont des proches dans le secteur de l'agroalimentaire ou de la tech. Donc il y a évidemment une pression économique très forte et c'est d'autant plus important hein, de travailler, de contre-attaquer autant que possible. Merci. Je vais maintenant repasser la parole à Perla qui aura comme mission impossible de résumer, bon, peut-être pas résumer ou synthétiser, mais au moins de faire part de quelques réflexions finales, quelques éléments à retirer, à emmener chez nous, hein, des leçons à garder de ces 2 heures ensemble. Perla. Gracias, Philip. Voy a tratar de decir, bueno, Merci, oui, je vais
commencer par dire qu'on a beaucoup appris, en effet. On a entendu beaucoup de choses. Je pense que les différentes présentations, interventions, au-delà des réflexions sur ce sujet, ont aussi permis de partager certaines solutions, certaines pistes de solutions à cette problématique de l'utilisation de l'IA, de la numérisation et de la gouvernance des données, ces différents sujets, en lien avec la souveraineté alimentaire ou le droit à l'alimentation. En particulier, tout ce qui est lié aux droits humains. Et donc, ces différentes propositions, ces différentes pistes de réflexion, je pense qu'on va les récolter collectivement en tant que groupe de travail du MSCPA sur les données et on va pouvoir les présenter pendant un événement de haut niveau qui aura lieu la semaine prochaine. Et puis, il y a aussi l'événement organisé par la FAO en juillet. Et je voudrais reprendre certains mots dits par notre camarade de l'Inde. Il disait que derrière l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence humaine, ou plutôt avant l'intelligence artificielle et après, en amont, en aval, il y a l'intelligence humaine. C'est elle qui produit, c'est elle qui réalise, qui crée les choses, et qui résout les problèmes. Donc, et surtout, quand cette intelligence humaine est collective, c'est ce que disait le camarade Mani, ça montre qu'on peut résoudre les plus grands problèmes auxquels est confrontée l'humanité, collectivement. Surtout parce qu'on est dans un système de domination hégémonique, de concentration extrême du pouvoir. Ce pouvoir que détiennent les grandes entreprises. Et c'est bien contre cela qu'on recherche ensemble un équilibre, qu'on recherche une humanité, une dignité, pouvoir en dignité faire partie de la nature, du système de la vie, des relations entre nous, êtres humains et la nature. Et qu'on veut pouvoir laisser une planète viable aux générations futures. Je crois que c'est ça vraiment le cadre général dans lequel on se positionne. Et c'est surtout cette question de déséquilibre de pouvoir, ce contrôle des multinationales. C'est contre cela qu'on veut aller rechercher, aller pour davantage d'égalité et que collectivement, depuis nos territoires, on puisse continuer à vivre de façon digne. Et ce n'est que l'intelligence humaine et l'intelligence humaine collective qui pourra permettre cela. Merci infiniment à toutes et à tous de nous avoir suivis. On espère que tous les contenus qui seront partagés aussi par la suite pourront être utiles. On remercie les participantes, les intervenantes, les interprètes qui vous remercient également et très bonne continuation à toutes et à tous. Merci Perla et donc un grand merci à l'équipe technique du secrétariat du MSCPA qui fait des miracles en coulisses, dit Philippe. Merci de notre part aussi et à bientôt. Au revoir. Truly great. Thanks a lot to Abundant blessings to all of you. Hi, Tai. Bye bye. I love to. Thank you.